Mon chapitre 3, c'est où va l'Europe? Puisque l'Europe perd son industrie et qu'elle est en récession permanente et que les entreprises ferment les unes après les autres, eh bien l'Europe va vers le chômage et la paupérisation de masse. C'est logique. Je ne sais pas comment on pourrait faire autrement. L'Europe va vers le chômage et la paupérisation de masse. Ça, c'est l'évolution du taux de chômage dans les pays du sud de l'Europe depuis 10 ans. Vous voyez que de 2003 à 2008, on avait des taux de chômage. Ici, nous avons les pays du sud. En rouge, l'Espagne. En vert, le Portugal. En orange, un peu foncé, vous avez l'Italie. Et puis en bleu, vous avez la Grèce. Bon. Et puis en noir, vous avez la zone euro. Donc vous voyez que de 2003 à 2008, disons jusqu'au moment de l'éclatement de la crise des subprimes, on avait des taux de chômage qui étaient loin d'être zéro d'ailleurs, qui étaient aux alentours de 8%. Ça allait de 7 à 12, mais une moyenne de 8%. Bon, vous connaissez la théorie du Nehru, non-accelerated inflation rate of unemployment, le taux d'emploi, le taux de chômage nécessaire pour ne pas accélérer l'inflation, cette invention des économistes néolibéraux qui est une crapulerie, qui consiste à dire c'est bien, en fait, il ne faut pas du tout chercher le plein emploi, c'est bien qu'il y ait un volant d'environ 8 à 10% de chômeurs dans un pays, parce que comme ça permet d'éviter d'augmenter les salaires. Vous connaissez cette beauté de la pensée économique qui est apparue dans les années 80. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de 2008, le taux de croissance a été explosif. On est passé, avec le taux de chômage en Grèce, encore ça c'était en 2012, mais voici ce que c'est devenu désormais. Le taux de chômage en Grèce a atteint 28% en février 2014 de la population générale, 27 et quelques pourcents en Espagne. Le taux de chômage du Portugal a atteint quelque chose comme 17%, de l'Italie à peu près 12 ou 13%, et le taux de chômage de la zone euro est sur un taux de 13%. Je rappelle au passage d'ailleurs que la France, tout ça étant par ailleurs des chiffres très largement maquillés probablement, et maquillés plutôt vers le bas que vers le haut. Cette évolution, là vous avez un graphique, une courbe que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'à l'UPR d'ailleurs, comme tout le reste, et qui est particulièrement saisissante. Particulièrement saisissante, pourquoi? Parce que quand vous allez regarder l'organisme Eurostat, ce sont les statistiques officielles de Eurostat, c'est pas des trucs que j'ai bidouillés, c'est les statistiques officielles de Eurostat. Eurostat vous donne le nombre de chômeurs dans l'Union européenne, en général, et dans les pays de la zone euro en particulier. Mais eux, là, ils ont une timidité de violette pour montrer quelle est l'évolution du chômage dans les pays de l'Union européenne qui n'ont pas adopté l'euro. C'est pourtant quand même intéressant. Ça serait quand même normal, non, que les gens puissent dire, on a comparé ce qui s'est passé parmi les pays de l'Union européenne, on ne parle pas du reste du monde, on se contente de ceux qui sont entrés dans cette espèce de construction fantastique qui nous apporte le bonheur, la croissance et le plein emploi. Donc on va voir là-dedans qui est-ce qui tire le mieux son épingle du jeu entre ceux qui ont adopté l'euro et ceux qui n'ont pas adopté. Mais non, Eurostat ne juge pas ça nécessaire. Alors je l'ai recalculé pour vous parce que c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que l'agrégage se produit ici de janvier 2001 à août 2013. Donc sur plus de 12 ans. Voilà quelle a été l'évolution du nombre de chômeurs dans ZE17, c'est-à-dire la zone euro à 17 États. J'ai maîtrisé les 27 États de l'Union européenne. Certains, évidemment, d'entre vous ont peut-être sursauté, puisque vous savez que nous avons 28 États membres depuis l'entrée de la Croatie. Mais la Croatie est entrée donc à l'été dernier et donc ne pouvait pas faire partie de cette statistique. Donc le nombre total de chômeurs dans les 17 États de la zone euro sont passés de 11 900 000 chômeurs en 2001, en janvier 2001, à 18 700 000 chômeurs en août 2013. Encore ne comptabilise-t-on pas ici tous ceux qui ont pris la poudre des scampettes. Les centaines de milliers de Portugais ou de Grecs qui sont en train en ce moment de quitter non seulement leur pays, mais l'Europe. J'y reviendrai dans un instant sur le Portugal. En Portugal, c'est 150 000 Portugais qui partent du Portugal tous les ans. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas 18 700 000, en fait, s'ils étaient restés au Portugal, ces gens-là, eh bien, on aurait un nombre de chômeurs qui dépasserait les 19 ou les 19,5 millions. Alors ça, c'est le 17, ça vous trouverez ce chiffre assez facilement. En revanche, ça, là, vous n'allez pas le trouver, c'est celui-ci. C'est le nombre de chômeurs dans ce que j'appelle ZHE10, c'est-à-dire dans les États, dans les 10 États de l'Union européenne qui n'ont pas encore pris l'euro. Le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Hongrie, etc.
Vous voyez qu'on est passé de 7 300 000 à 7 200 000. Le résultat n'apparaît de lui-même. La différence entre les deux zones, il y avait 4 600 000 chômeurs en plus dans ZE17 par rapport à ZH10, dans la zone euro par rapport à la zone hors euro, en 2001. Les 4 600 000 sont devenus 7 100 000 en 2009, en 2008. Et ils sont devenus 11 500 000 en 2013. Alors moi j'attends d'ailleurs d'être invité sur les télévisions, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas invité sur les télévisions, sans doute. J'attends que l'on m'explique en quoi la conclusion que j'en tire serait fausse. Je considère personnellement que la preuve statistique est faite, sur 12 ans, que l'euro est la cause numéro 1 de la montée du chômage, puisque nous avons un agrégat qui compte 10 États dans un cas, 17 États dans l'autre, donc ça permet de gommer les situations individuelles, et nous avons une évolution sur 12 ans, ça permet de gommer les évolutions conjoncturelles. Du coup, d'ailleurs, j'enfonce des portes ouvertes. Unilever, on apprenait à l'été 2012, Unilever, vous savez, c'est le grand géant anglo-néerlandais des cosmétiques, etc., de l'agroalimentaire, que Unilever se prépare à un retour de la pauvreté en Europe. C'était un titre du journal Le Monde, repris du Financial Times Deutschland, dans lequel le responsable pour l'Europe de Unilever avait affirmé le lundi 27 août 2012 vouloir appliquer en Europe les méthodes utilisées dans les pays en développement en vendant des minuscules conditionnements pour tenir compte de la montée de la grande pauvreté. D'ailleurs, il avait cette phrase extraordinaire: si un Espagnol ne dépense plus en moyenne que 17 € quand il fait les courses, je ne vais pas lui proposer un paquet de lessive qui coûte la moitié de son budget. En Indonésie, nous vendons des échantillons individuels de shampoing pour 2 à 3 centimes pièce et pourtant nous gagnons de l'argent. C'est quand même assez merveilleux, la construction européenne. Parce qu'au moment, en 1992, on a fait voter les Français en leur disant voter pour le traité de Maastricht, ça va être plus de croissance et plus d'emplois. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est pas plus de croissance et plus d'emplois, c'est plus de croissance du tout et plus d'emplois du tout. Et maintenant, le modèle qui est donné, ça va bientôt être le modèle, je ne sais pas, du Rwanda ou du Bangladesh, qui vont nous être donnés comme modèle. On va nous dire, il faut qu'on vous vende des petites berlingots de shampoing parce que vous n'aurez pas la possibilité d'en acheter plus. La pauvreté s'étend à toute allure en Grèce. Le taux de chômage officiel général, je l'ai dit tout à l'heure, atteint 28%. La situation est dramatique, notamment pour les personnes âgées, les retraités qui ont vu leur retraite amputée d'un quart, de la moitié, voire des 2/3. Parfois même de la totalité. La situation est également dramatique pour le taux de chômage des moins de 25 ans. On a appris le 13 février 2014, non seulement que le taux de chômage atteint 28%, mais qu'il touche désormais plus de 6 jeunes sur 10, mais c'est pas moi, c'est Euronews en plus même qui le dit. La statistique officielle, 61,4% des jeunes Grecs de moins de 25 ans, garçons et filles, sont désormais au chômage. Chapeau l'euro. Le taux de suicide, au passage, a augmenté de 50% en 2 ans. Mais paraît-il qu'ils ne vont pas en parler. La pauvreté s'étend à toute allure au Portugal. Je l'ai dit tout à l'heure, 150 000 Portugais émigrent désormais chaque année du Portugal. Il y a au Portugal 10 500 000 habitants. 10 400 000. 10 300 000. 10 200 000. On est à 10 500 000, c'est-à-dire que nous, en France, on a 65 millions d'habitants, 62 500 000 sans l'outre-mer. Donc la France est assez exactement 6 fois plus peuplée que le Portugal. Donc, comme le Portugal perd 150 000 personnes par an, notamment à la grande différence des années 60. Les années 60, vous savez, ça a été les Portugais qui sont venus s'installer en Europe occidentale, notamment en France. C'était la période Quinta de Sousa, la valise en carton. Vous connaissez le truc. Donc il y a eu beaucoup de Portugais qui sont devenus en France, qui sont devenus nos compatriotes d'ailleurs, et qui, même dans les liens avec le Portugal, se distendent au fur et à mesure qu'ils se sont intégrés à la société française. Mais en général, c'était des prolétaires qui émigraient au début des années 60. Désormais, c'est toutes les catégories de la population portugaise, mais aussi et surtout des diplômés. Comme nous sommes 6 fois plus peuplés, c'est comme si la France perdait 900 000 Français tous les ans. On vide la région Haute-Normandie en 2 ans. C'est une hémorragie, et l'hémorragie d'ailleurs, ils vont où? Les 150 000 emigrants no ano passado, comme le disait le Diario de Noticias, ils vont où? Ils ne vont pas en Angleterre, ni en France. Il n'y a pas d'emploi, ni en Allemagne.
Bon, ils n'ont pas envie d'y aller. Deuxièmement, il n'y a pas d'emploi. Troisièmement, les Allemands n'ont pas spécialement envie de voir arriver des Portugais. Donc ils vont où? Ben, les Portugais, ils vont dans les pays de la lusophonie, ceux qui parlent le portugais. Ils vont donc au Brésil et puis en Angola. Un petit peu au Mozambique, mais surtout Brésil. Et Angola, qui est un pays en très forte croissance. On y trouve, suite se baisser pour y trouver des trésors. De l'or, des diamants, du molybdène, du zinc, du manganèse, etc. etc. Hein, l'Angola est un des pays d'Afrique en plus forte croissance, avec en plus de ça des hydrocarbures offshore. Et désormais, il y a plus d'émigrés portugais en Angola que d'émigrés angolais au Portugal. C'est un renversement fascinant de l'histoire des migrations. La pauvreté s'étend également à toute allure en Espagne. En 20 septembre 2009, on apprenait que Caritas lançait un cri d'alarme. Caritas International, c'est une de ces organisations caritatives, comme il y a en France l'Armée du Salut, les Petites Sœurs des Pauvres, le Secours Populaire, les Restaurants du Cœur, etc. Qui font d'ailleurs de plus en plus, par recette, si j'ose dire, enfin, qui attirent une audience de plus en plus importante. Donc, Caritas a attiré l'attention sur le fait qu'en 2000... Alors, c'est quoi? C'est un truc qui sert pour les plus nécessiteux, pour empêcher la clochardisation générale, donc on donne aux gens des vêtements et un petit peu à manger. En 2007, il y avait 370 000 personnes qui avaient demandé de l'aide à Caritas en Espagne. En 2011, ils étaient passés à 1 15 000. Et ça continue de plus belle, d'ailleurs. En 2011, on apprenait que 1 737 600 foyers espagnols, désormais, toutes les personnes du foyer étaient au chômage. Le père, la mère et les enfants. Alors vous imaginez ce que ça représente. Ça veut dire que peut-être 7 à 8 millions d'Espagnols en 2011, mais maintenant ça doit être sans doute 10 millions, de gens où personne dans la famille n'a d'emploi. Vous imaginez ce que c'est en termes de désespoir social, en termes tout simplement de désespérance générale. Qu'est-ce que c'est qu'une société où vous avez au moins 10 millions de personnes, où plus personne ne travaille dans la famille? D'ailleurs, il y a quelques jours, c'était le 22 mars 2014, il y a eu un défilé géant à Madrid pour dénoncer l'urgence sociale. On voyait donc des gens venus de toute l'Espagne, mais il n'y avait pas beaucoup d'ailleurs de drapeaux européens parmi cette foule, à la différence des habitants de l'Ukraine, qui eux ont bien compris tout l'avantage qu'il y a à entrer dans l'Union européenne. Et donc là, il n'y avait pas beaucoup de drapeaux européens. Malheureusement, cette foule était là à conspuer le gouvernement Rajoy, gouvernement conservateur. Je dis malheureusement, non pas pour défendre le gouvernement conservateur, mais pour souligner le fait qu'il en est en Espagne, comme il en est en France. En France, les gens s'en prennent au gouvernement dit socialiste de M. Hollande. C'est qu'à chaque fois, dans tous les pays de l'Union européenne, on tape sur les lampistes, c'est-à-dire les marionnettes qui sont au pouvoir, comme si c'était elles qui avaient la responsabilité. Oui, elles ont, c'est vrai, la responsabilité, parce qu'elles participent de ce jeu, de ce théâtre d'ombre, mais comme on le verra, comme on l'a vu tout à l'heure, je parlais de l'article 63, de l'article 32, les raisons fondamentales sont ailleurs, sont à rechercher au-dessus de ces gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et puis la pauvreté s'étend à toute allure également en France. L'INSEE est une vieille dame qui prend son temps pour calculer le taux de pauvreté en France. Elle ne veut pas se tromper. Elle met 2 ans pour y arriver. Mais enfin, les dernières statistiques qui ont été publiées le 13 septembre 2013 indiquaient le niveau de vie en 2011. Regardez ce tableau qui est quand même tout à fait intéressant. C'est l'évolution du nombre de personnes pauvres en France et du nombre de personnes très pauvres depuis 1970 jusqu'à 2010, sur 40 ans. Et même jusqu'à 2011, j'ai prolongé la courbe. Vous voyez que tout au long des années 70, 80 et 90 du XXe siècle, on a eu, globalement, une diminution du nombre de pauvres. D'autant plus remarquable d'ailleurs que la population augmentait rapidement. En 1970, il devait y avoir quelque chose comme 54 millions de Français, on est maintenant 65 millions. Donc vous voyez qu'il y avait... Alors qu'est-ce que c'est qu'un pauvre selon l'INSEE? Un pauvre, c'est quelqu'un qui gagne moins de 60% du niveau de vie médian, c'est-à-dire moins de 920 € par mois. Et un très pauvre, c'est quelqu'un qui gagne moins de 50%, c'est-à-dire en moins de 850 ou 840 € par mois. Donc vous voyez que le nombre de pauvres et le nombre de très pauvres diminuaient tendanciellement très rapidement. C'était la période, la succession des 30 Glorieuses. Hein. Ça a été cette période de la deuxième partie du XXe siècle dans les pays occidentaux,
où on a assisté à l'apparition d'une gigantesque classe moyenne, et notamment par des politiques keynésiennes et des politiques également de resserrement des inégalités, on a eu une diminution de la pauvreté. Puis vous voyez d'un seul coup, qu'il y a une rupture séculaire qui s'est produite, un point d'inflexion, comme on dirait en mathématiques, qui correspond à peu près à l'année 2002. Oh, surprise, il s'agit, le 1er janvier 2002, c'est l'apparition de l'euro sous forme fiduciaire. En tout cas, vous voyez qu'on est remonté à 8 729 000 pauvres en 2011, et que certainement aujourd'hui où je vous parle, mais on le saura dans 2 ans, mais en 2014, on a dû remonter, le nombre de pauvres en France a dû dépasser le nombre de pauvres qu'il y avait en 1970. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez régulièrement en France, mais je peux vous assurer, je vous conseille, si vous voulez vous faire une bonne image de ce qui est en train de devenir la France, d'aller vous promener la nuit dans des grandes... sur des places de Paris, par exemple. Moi, je suis passé il y a quelque temps de ça, à 2h du matin, place de la République. J'ai compté le nombre de personnes qui couchent par terre dans la rue. On en est à une quinzaine autour de la place de la République. Et partout maintenant en France. Hein. Hier soir, je revenais après la conférence, j'ai vu qu'à l'église Saint-Cernin, il y avait quand même 3 personnes qui dormaient par terre devant l'église. Ça se répand à toute allure. L'adoption de l'euro marque un changement d'orientation séculaire, le retour de la grande pauvreté. Actuellement, chaque jour, la France perd 6 à 700 emplois industriels, la France perd une usine, et environ 700 Français basculent en dessous du seuil de pauvreté, selon l'INSEE, en 2011. On en arrive au chapitre 4, qui est une conséquence logique. Vous voyez que toute cette présentation est un engrenage que je vous présente. Le chapitre 4, où va l'Europe? L'Europe va vers l'explosion des inégalités. En Grande-Bretagne, j'ai choisi ça pour vous, pour faire plaisir, on apprenait donc le 17 mars dernier, il y a quelques jours, dans le Mail Online, que les 5 familles les plus riches cumulent à elles seules 33,7 milliards d'euros, ou si vous préférez 28,2 milliards de livres sterling, alors que le patrimoine total des 12 millions de Britanniques les plus pauvres est inférieur. Les 5 familles les plus riches de Grande-Bretagne possèdent plus de patrimoine que les 12 millions de Britanniques les plus pauvres. La France connaît une évolution comparable. Vous voyez ici cette courbe qui ressemble furieusement à celle que je vous ai montrée il y a quelques secondes sur l'évolution des revenus, mais il ne s'agit pas ici d'évolution des revenus, il s'agit de l'évolution de l'indice de Gini. Pas Gini, hein. Gini. Vous êtes peut-être statisticien, on a peut-être dans la salle. L'indice de Gini est un indice qui permet de mesurer le degré des inégalités, le degré de distorsion qu'il y a au sein d'une société. Pour que vous compreniez comment ça fonctionne, ça varie, l'indice de Gini varie entre 2 asymptotes. Première asymptote, l'indice de Gini est égal à 0 lorsque tout le monde gagne exactement la même chose. Une société, je ne sais pas si c'est une société idéale, mais c'est un cas d'école. Tout le monde gagnerait exactement la même chose dans une société. À ce moment-là, la dispersion est de 0, l'indice de Gini est de 0. Et l'autre cas, à l'extrême opposé, c'est que dans une société, tous les habitants, sauf un, ne gagnent rien, et il y en a un qui gagne tout. À ce moment-là, l'indice de Gini est de 1. Donc, comme vous le voyez, lorsque l'indice de Gini est de 1, ça veut dire que c'est l'inégalité maximale. Lorsque l'indice de Gini est 0, c'est l'égalité maximale. Et plus l'indice de Gini diminue, plus on va vers un resserrement des inégalités. Plus l'indice de Gini augmente et plus les inégalités explosent. Alors on voit eh bien, ce que ça donne, cet indice de Gini, c'est source INSEE, de 1970 jusqu'aux années 90, ça correspond d'ailleurs assez exactement aux courbes sur la pauvreté tout à l'heure, mais c'est tout à fait différent, c'est un autre indice. Vous voyez que l'indice de Gini n'a pas arrêté de diminuer tout au long des années 60, ça n'est pas dans la courbe, 70, c'est-à-dire sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, sous les politiques qui étaient à l'époque, et même sous le début de Mitterrand. Et puis d'un seul coup, il y a un arrêt, et d'un seul coup, on remonte. D'où vient ce changement séculaire d'orientation? Je vous propose 3 dates. Le 1er janvier 1993, l'entrée en vigueur du traité de Maastricht créant la politique du franc fort en vue de l'euro. C'est à partir du 1er janvier 1993 que la Banque de France et que les autorités françaises ont eu comme objectif de coller systématiquement au Deutsche Mark pour préparer l'euro. Ça, on a appelé ça la politique du franc fort, que certains esprits ironiques appelaient également la politique de Francfort, puisque la politique de France, ça se situait, la Banque centrale européenne était localisée à Francfort.
Et ça nous a valu au minimum 1 million de chômeurs. Tous les économistes sont d'accord. Ensuite, vous avez eu le 15 avril 1994 des accords de Marrakech créant la mondialisation inévitable, les délocalisations, je vous en ai parlé tout à l'heure. La libre circulation des mouvements de capitaux, on ne peut plus les interdire, ça a été gravé dans le marbre du traité de Maastricht de 92, mais confirmé avec la création de l'OMC pour les seuls pays occidentaux au sens large, États-Unis, Canada, Union européenne, Japon. Et puis la troisième date que je vous propose, eh bien, c'est le 1er janvier 1999, la création officielle de l'euro. Ce sont les grandes dates qui expliquent ce changement séculaire d'orientation. L'Europe devient désormais malade de ses inégalités, comme le titre ce site internet français myeurope.info. Évidemment, il faut que ce soit écrit en européen, quand même, le titre. L'Europe est malade de ses inégalités, à tel point d'ailleurs qu'on apprenait en juin 2011 qu'à l'initiative de l'Allemagne, le programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis a été amputé de 400 millions d'euros en 2012 pour faire des économies pour sauver l'euro. Pourtant, selon les estimations de la Commission européenne à la même époque, 43 millions de personnes dans l'Union européenne sont menacées par la pauvreté alimentaire. Chapeau l'euro. On en arrive au 5e chapitre. Où va l'Europe? Mais quand vous perdez vos usines, quand vous perdez votre richesse, quand vous voyez le taux de croissance s'effondrer, quand vous voyez les revenus baisser, quand vous voyez les inégalités augmenter, en général, les peuples en tirent une conséquence, c'est qu'ils ne font plus d'enfants. Donc l'Europe est en train de s'orienter vers l'effondrement démographique. Pas tous. Et de ce point de vue-là, il y a deux pays qui tirent un peu mieux leur épingle du jeu que les autres, eh bien ce sont les deux qui vous sont les plus chers, ça tombe bien, c'est le Royaume-Uni et la France. En revanche, regardez ce graphique qui est terrifiant, l'évolution de l'Allemagne. On nous dit toujours l'Allemagne, 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 le modèle allemand, mais le modèle allemand c'est une catastrophe. Le modèle allemand, les Allemandes ne font plus d'enfants. Elles font 0,8 enfants par femme. Compte tenu pourtant de l'immigration de 100 000 Turcs, c'est dans les modèles démographiques, de 100 000 Turcs par an. Donc, vous voyez ici ce graphique tout à fait spectaculaire qui montre que, en 2045 environ, la France va dépasser l'Allemagne en population. Normalement, en 2055 ou 60, la France pourrait compter 74 millions d'habitants contre 65 aujourd'hui, et l'Allemagne pourrait être tombée à 65 millions d'habitants. Au passage, c'est quelque chose d'extraordinaire en termes historiques. Je signale que la France a été menacée par l'unification allemande après la bataille de Sadova de 1866, comme tout le monde le sait certainement, notamment, vous savez, avec les duchés du Schleswig-Holstein, et puis le royaume de Hanovre. Donc c'est à ce moment-là que l'Allemagne va commencer à s'unifier. La bataille de Sedan en 1870, 1871, c'est la proclamation du Deuxième Reich de l'Empire bismarckien dans la Galerie des Glaces à Versailles, et depuis ce moment-là, l'Allemagne a été plus peuplée que la France. Ce à quoi nous allons assister dans les 30 ans qui viennent, c'est le renversement historique de cette affaire. Donc c'est en tout cas le témoignage que l'Allemagne, la France ne fait pas mirobolant d'ailleurs, au passage, mais enfin ça veut dire que l'Allemagne est en plein déclin démographique et d'ici une vingtaine d'années, il y aura par 35 à 40% des Allemands qui auront plus de 65 ans. Ça devient une maison de retraite. Si on prend maintenant d'autres pays, le Royaume-Uni et l'Italie, vous voyez que l'Italie suit à peu près le même mouvement que l'Allemagne, mais avec un décalage, et le Royaume-Uni a le même mouvement que la France, et sans doute un peu plus. Dans un cas comme dans l'autre, au Royaume-Uni comme en France, l'immigration joue un rôle, mais pas uniquement. C'est pas uniquement les enfants des immigrés, puisque l'expérience démographique montre que les immigrés, assez rapidement, après leur implantation, en tout cas en France, continuent plus exactement, changent leur comportement démographique. En attendant, c'est quand même, dans cet océan de catastrophes que je vous annonce, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, c'est que la France va devenir, avec le Royaume-Uni, aux alentours du milieu du siècle, l'un des pays le plus peuplés d'Europe occidentale, ce qui est quand même quelque chose de très important pour notre avenir. Il faut maintenant prendre un peu de recul en y ajoutant les pays de l'Est. Ici, nous avons l'évolution des pays de l'Est. De 1991 à 2011, vous voyez, c'est une catastrophe générale. À part la République slovaque et la République tchèque qui ont vu leur population augmenter de 2%
en l'espace de 10 ans, c'est-à-dire rien, tous les autres pays d'Europe de l'Est sont en effondrement, le pompon étant tenu, notamment par la Lettonie, qui est passée de l'indice 100 à l'indice 83 de sa population. Et puis on prend un champ de recul encore différent en comparant maintenant l'évolution de la population russe et de la population allemande sur la période 90-2012. Ici, je ne l'ai pas marqué, c'est un temps, il y a la barre de 0. Donc en fait, en dessous, ça veut dire qu'il y a dépeuplement. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que l'Allemagne se dépeuple et que le dépeuplement s'accélère, c'est ce que je vous ai montré. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire aussi, c'est de voir l'effondrement démographique de la Russie à partir de 1990 avec l'effondrement du RSS, que cet effondrement démographique a duré jusqu'en 2005, que depuis 2005, cet effondrement démographique s'est ralenti au point d'un seul coup de s'inverser. Depuis 2012, la population russe recommence à augmenter. Je ne suis pas là un représentant de l'ambassade de Russie, mais ceux qui tirent sur Vladimir Poutine se trompent. Historiquement, Vladimir Poutine, qu'on le veuille ou non, est un grand homme, c'est quelqu'un qui est en train de sauver la Russie, et il a appelé le témoignage le plus irréfragable de sa politique, c'est justement ce renversement de la démographie russe. La Russie est en fait un pays en pleine renaissance, on va le voir également en matière militaire. Et puis alors, il faut prendre encore un autre champ, et là, prendre encore plus de recul, c'est de comparer l'Europe avec l'Afrique. En 1800, il devait y avoir quelque chose comme à peu près 250 millions d'Européens contre 120 millions d'Africains dans toute l'Afrique, Maghreb, Afrique noire, Afrique australe, réunis. En 1931, au moment où la France avait l'exposition coloniale de 1931, il y avait en Europe 500 millions d'habitants, il devait y avoir à peu près 200 millions d'Africains, y compris au Maghreb. Or, ces évolutions ont complètement changé à partir de l'introduction notamment des antibiotiques dans les années 50, et puis à partir de l'apparition des grandes classes moyennes, et puis par ailleurs de la contraception en Europe occidentale à partir des années 60, 70, 80. Le point où l'Afrique, la population africaine a dépassé la population européenne se situe en 1995. Et comme vous le voyez, les courbes montrent qu'en 2100, l'Europe pourrait compter 670 millions d'habitants, d'ailleurs en déclin, c'est notamment le déclin de l'Italie et de l'Allemagne, tandis que l'Afrique compterait 3 milliards 570 millions d'habitants. Et sans aller jusqu'à 2100, parce que c'est vrai que les projections démographiques, plus on va dans l'avenir et plus ça devient hypothétique, bien entendu, mais en revanche, à horizon de 2050, c'est beaucoup plus solide. En 2050, il devrait y avoir à peu près 700 millions d'Européens, d'habitants en Europe, contre quelque chose comme 2,2 milliards d'habitants en Afrique. Alors je me permets d'insister sur un élément très important, c'est que ceci signifie au passage que la langue française a de très bonnes chances de devenir une des 2 à 3 langues les plus parlées au monde à horizon de 2050. Puisque l'explosion de la démographie en Afrique est essentiellement l'explosion de la démographie dans les pays d'Afrique francophone. Qui vous le dit? Personne. De la même façon que personne ne dit en France que la France pourrait être l'un des principaux pays peuplés d'Europe occidentale en 2050, personne ne vous dit que la langue française, dont il est de bon ton de considérer que c'est une langue de vieux cons, d'ailleurs le gouvernement français prend les mesures adéquates pour essayer de la torpiller. On a la loi Fioraso l'année dernière, on a décidé désormais en France que dans l'enseignement supérieur et la recherche, on pouvait faire tout en anglais, au grand désespoir des Québécois, des pays d'Afrique francophone. Je dis, enfin, vous êtes en train de torpiller vos propres intérêts. Maintenant, vous allez à HEC, à l'ESSEC, à Subdeco, à Sciences Po Paris, tous les cours, pas un ou deux, tous les cours sont en anglo-américain. C'est la décision des autorités françaises qui est comme ça. Mais c'est une folie, puisque justement la langue française va devenir une des 2 ou 3 langues, certains disent même la langue la plus parlée au monde, à horizon de 2050. Et puis, ici, c'est alors le point final, je reprends, alors là, je me dégage de tout, je prends la planète Terre dans son ensemble, et bien vous voyez que la plus grande masse, ça sera la population d'Asie, qui atteindra 5 milliards d'habitants en 2050, 2,2 milliards d'habitants, j'en parlais à l'instant, en Afrique,
Et puis, le reste, eh bien, notamment les Amériques et l'Europe, vont devenir de plus en plus marginalisées par rapport aux populations du monde. Il faut en tirer une conséquence, c'est que c'est un premier choix stratégique dramatiquement erroné fait par la France et par la construction européenne. Au lieu de développer les meilleures relations possibles avec les pays d'Afrique, dont nous sommes par ailleurs si proches, ou avec les pays d'Amérique latine ou d'Asie, c'était d'ailleurs un legs superbe que nous avait laissé Charles de Gaulle, avec notre rayonnement planétaire dans tous les pays en voie de développement, notamment en Amérique latine, en Afrique, mais aussi en Asie. Ces pays, Amérique latine, Afrique et Asie, représenteront 85% de la population planétaire dans 40 ans. 85%. Au lieu de développer les meilleures relations possibles avec ces pays, la France s'enferme avec le dogme de la construction européenne et son parachèvement, le grand marché transatlantique qui nous pend au nez, dans une alliance avec les États qui vont être marginalisés démographiquement. Non seulement c'est une stratégie suicidaire, mais c'est aussi une stratégie qui ne peut que nous conduire à la guerre avec les États en forte croissance démographique, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est une stratégie spécialement imbécile pour la France, puisque l'envol démographique de l'Afrique, et notamment de l'Afrique francophone, devrait faire de la langue française l'une des 2 ou 3 langues les plus parlées au monde en 2050. Actuellement, c'est la 8 ou 9e langue la plus parlée au monde. Donc le français se développe, contrairement à ce que tout le monde vous dit. Le numéro 6, le chapitre numéro 6, où va l'Europe? Mais non seulement l'Europe s'allie avec les pays en déclin démographique, mais en plus de ça, l'Europe s'allie avec les États qui vont être bientôt totalement dépourvus de matières premières énergétiques. Comme choix stratégique, c'est vraiment formidable. Hein? Ça, ce sont les réserves mondiales prouvées de pétrole au 1er janvier 2006. En milliards de barils, vous voyez que c'était le Moyen-Orient qui avait le plus de réserves énergétiques en hydrocarbures, 742,7 milliards de barils. Et puis ensuite, vous aviez l'ensemble de l'Eurasie, notamment la Russie, 140 milliards, puis l'Afrique, 114 milliards, et l'Amérique latine, 103 milliards, notamment le Venezuela. Et puis le reste, c'est l'Amérique du Nord, 59 milliards, et le reste de l'Asie, 40 milliards. On le voit, le Moyen-Orient représente 56% des réserves mondiales prouvées de pétrole. L'Europe ne représente plus que 1%. À ceci s'ajoute l'évolution de la consommation de pétrole, de ressources pétrolières dans le monde. Vous savez, le débat, ça fait l'objet de débats, il y a des spécialistes qui s'écharpent sur ce type de graphique, mais enfin, en gros, on peut considérer que le pétrole qui était connu depuis les pharaons, on faisait des petites, on mettait des momies avec du nafta ou je sais pas quoi, vous savez, sur les momies, on faisait brûler des petites bougies, ça c'était il y a 3500 ans. On a découvert tout l'intérêt du pétrole dans la seconde moitié du 19e siècle, avec la découverte des moteurs à explosion. Mais comme vous le voyez, en fait, la consommation de toutes les ressources en hydrocarbures aura été finalement une seconde dans l'histoire de l'humanité. La Terre a 4,54 milliards d'années d'ancienneté. Vous voyez qu'en l'espace, disons, de 1930 à la fin du XXIe siècle, on aura à peu près tout consommé. Actuellement, c'est une statistique qui a de quoi faire froid dans le dos, actuellement, chaque jour qui passe, le monde consomme en hydrocarbures ce que la nature a mis 100 000 ans à produire. Donc tous les 10 jours, nous consommons ce que la nature a mis 1 million d'années à produire. Nous avons donc déjà, semble-t-il, franchi le cap. Alors comme vous le savez, il faut maintenant aller chercher de plus en plus loin, notamment l'offshore profond, ou bien éventuellement sous les pôles, et à des profondeurs de 4 ou 5 000 mètres, on ne sait pas encore le faire, du pétrole, ou bien du pétrole extra lourd, ou bien les schistes bitumineux, etc. Enfin, la ressource devient rare. Mon propos n'est pas seulement de parler de l'évolution, parce que nul ne sait comment vivra l'humanité en 2400, par exemple. Est-ce qu'il y aura encore des avions? Est-ce qu'il y aura encore du macadam? Est-ce qu'il y aura encore des bouteilles en plastique? Est-ce qu'il y aura encore du plastique? Nul ne le sait, puisque tout ça, ça vient des hydrocarbures. Mais sans aller jusque-là, moi je voudrais attirer votre attention sur ce graphique. Vous voyez qu'en 2030, il n'y aura plus du tout de pétrole aux États-Unis, sauf en Alaska peut-être, et plus du tout de pétrole en Europe. Notamment
les ressources en gaz de l'Écosse et de la Norvège sont en voie d'épuisement rapide. Hein, donc en 2040, il n'y aura plus rien. En revanche, là où ça se situera, ça sera au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. C'est le deuxième choix stratégique dramatiquement erroné fait par la France et par la construction européenne. Au lieu de faire alliance avec les pays d'Afrique, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient, qui non seulement seront les plus peuplés du monde, mais qui auront de surcroît, seront les quasi uniques détenteurs de pétrole dans 40 ans, la France s'enferme avec la construction européenne et le grand marché transatlantique dans une alliance avec les États qui n'auront à peu près plus rien. C'est quand même chapeau. Le résultat, c'est que non seulement c'est une stratégie suicidaire, mais c'est une stratégie qui ne peut faire quoi? Eh bien, que nous conduire à la guerre avec les États détenteurs de réserves. C'est d'ailleurs ce qui a commencé. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en Irak, au Sud-Soudan, en Libye, en Syrie, en Ukraine, si l'on ne sent pas l'odeur des hydrocarbures qui se cachent derrière. Hein. Et bientôt, la déstabilisation qui va arriver, très probablement, de l'Algérie. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a mis en garde le gouvernement algérien sur les monnaies américaines pour déstabiliser, pour nous faire une Maïdan en Algérie. Alors là, la France sera aux premières loges. Hein. On en arrive au